Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, ça référence la vidéo et à activer la cloche pour avoir les notifications de sortie. Depuis peu, la chaîne est disponible via Tipeee, vous pouvez laisser un pourboire qui aidera la chaîne à évoluer. En tout cas, bonne vidéo à vous. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Steven Morrison sur la chaîne YouTube. Écoute, salut Steven. Salut John, merci de me Euh, recevoir. Eh ben de rien. Écoute, tu fais partie des premiers joueurs français avec qui je suis entré en contact, je crois. Même, je crois que même d'ailleurs c'est toi qui m'avais contacté à l'époque. Enfin, ça date hein, maintenant. C'était au début où j'ai Ah, créé ça la va. chaîne YouTube où tu m'avais envoyé des encouragements et tout, je me rappelle. Et c'est surtout là qu'on s'est rendu compte qu'on était sur la même ligue. Moi, je commençais à peine. Je crois que même la première fois que je t'ai vu, j'avais même pas encore ma licence, je crois. Et puis, ben, écoute, voilà, tu m'as vachement aidé à moi à progresser en tant que joueur et à surtout à comprendre un peu le fonctionnement des tournois en France par rapport à à la Fédé, ce qui est pas évident hein, quand on débute. C'est vrai que c'est un peu obscur tous les règlements qu'il y a, les différents tournois, quelle est la différence entre les nationaux, la ligue, les comités. Enfin voilà, c'est des trucs où tu m'as pas mal accompagné hein, au départ. Donc déjà merci pour ça, Steven. Et tu es aussi donc un des joueurs qui a quand même participé à plusieurs tournois internationaux, comme notamment en WDF, mais aussi tu as fait la Q-School plusieurs années d'affilée, et donc des Challenge Tours. Et donc, ben, écoute, ça doit faire combien 10, 14 ans que tu as commencé. Ouais, il me semble 2000, 2011, 2012 ma première licence. Donc ouais, ça doit presque 15 ans maintenant. Ouais. Et voilà, et c'est vrai qu'avec Steven, on se connaît. Bon, franchement, des gens que j'ai reçus, c'est toi que je connais le plus, hein, parce qu'on a eu l'occasion déjà de partir plusieurs fois en tournoi ensemble, Mm. de faire les cons ensemble. Et ce qui se passe au tournoi de fléchettes reste au tournoi de fléchettes, hein. Mais non, voilà, Exactement. voilà, on se suit souvent, et puis voilà, on est souvent dans notre ligue, on se trouve souvent à se jouer aussi, hein, que ce soit sur des Mm. podiums ou pas d'ailleurs. Donc voilà. Et on est tous les deux les joueurs français signés chez Loxley. Toi depuis l'année dernière, moi depuis cette année. Donc voilà, plusieurs trucs qui font que ben, forcément on est toujours amené à se croiser ou à se parler plus ou moins quoi. C'est ça, Et exactement. ça fait un moment que je te disais il faut vraiment qu'on fasse cette interview, et le moment est venu parce que mine de rien tu as un sacré parcours de joueur. Cette année notamment en plus tu es revenu un peu en force, hein, tu fais une finale de Coupe de France. Mm. Tu as fait plusieurs podiums cette année. Tu as gagné aussi le Master régionaux chez nous. Et puis voilà, là, tu perds, je crois, en quart de finale sur les Masters nationaux cette année. Voilà, t'avais fait une petite pause, je crois, et t'as repris. Et t'as repris depuis belle, on va dire. Donc pour ça, justement, on va commencer par ton parcours. On va dire que ça, c'était mon introduction. Et puis, ben, écoute, comment as-tu commencé les fléchettes, Steven? Alors, j'ai commencé les fléchettes, donc du coup, ouais, il y a presque 15 ans. Alors en club, il y a 15 ans, je travaillais dans un bar. Tout simplement, je travaillais dans un bar. C'était le bar où le Douglas, donc un club emblématique des fléchettes en France, jouait. Et ils sont arrivés un peu en avance là pour un des matchs de championnat. Du coup, j'ai commencé à lancer quelques flèches avec eux. Et en fait, c'est parti de là. Hein. C'est parti de là. On a commencé à jouer un peu. Je les ai regardés jouer. Ils venaient de temps en temps faire leur match de championnat. Et après, je commençais à sympathiser avec eux. Et c'est vraiment parti de là. Un coup de chance, en fait. Coup de chance. Ouais, mais alors du coup, justement, le coup de chance aussi, c'est ça qui est assez marrant parce que pour les gens qui savent pas, tu as une double nationalité, hein, tu es aussi écossais, et on peut dire Ouais. que clairement, on va dire dans ton sang, techniquement, les fléchettes sont quand même vachement plus pratiquées, en fait, on va dire en Écosse ou en Angleterre, hein, d'ailleurs, qu'en France. Et est-ce que finalement, là, ça n'a rien à voir? C'est le strict hasard, au final. Que déjà eu un rapport aux fléchettes, ou tu l'avais déjà peut-être eu avec tes parents avant ou tes grands-parents? Alors je l'avais un peu avant parce que du coup je jouais depuis, je vais pas dire tout petit, mais au moins depuis l'âge de 10 ans, je jouais dans les bars un peu aux alentours de Toulouse.
parce qu'il y a une grosse communauté anglophone sur Toulouse. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pu lancer un peu de fléchettes avant, mais du coup, c'est sûr que ça a aidé. C'est sûr que ça a aidé, parce que chez nous, les fléchettes, c'est quand même je veux pas dire sport Bien sûr. national, mais ça n'en est pas loin. Ouais, non, c'est certain. Justement, du coup, dans ton parcours, quels joueurs as-tu rencontré? Quels sont les gens qui t'ont permis justement d'évoluer en tant que joueur et de pouvoir justement participer à certains tournois internationaux, comme en WDF par exemple ou autre? Ouais, donc du coup, le tout premier club que j'avais, c'était le club de Douglas. Donc il y avait quand même des sacrés joueurs dans le club, Martin Godin, Laurent Saillour, Dom Scarpato, qui faisaient tous partie de l'équipe de France à l'époque, quand moi j'ai commencé, ou en tout Oui. cas vers cette période-là. Donc c'est vrai que je suis bien, enfin, je suis dedans dès le début. Enfin, j'ai compris comment ça fonctionnait. Ils m'ont pris un peu sous leurs ailes, comme on dit. Et donc c'est vrai que c'est eux qui m'ont vachement, au début, ils m'ont vachement aidé, ouais. Ils m'ont vachement aidé. Et du coup, que t'as pu déjà ressentir un peu ces enjeux de gros matchs autour sur ta carrière. Est-ce que tu as des souvenirs comme ça de matchs importants où tu dis où justement tu sais que tu joues contre des très très gros joueurs et que ben, chaque manche gagnée est quelque part déjà une victoire? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais, alors les souvenirs. Alors je me souviens le tout premier tournoi national que j'avais fait, c'était le Master par équipe. Et alors à la base, j'étais pas censé y aller. Il y a eu un absent dans l'équipe du Douglas, du coup ils m'ont appelé. Et on arrive, et c'est la toute première, et on perd en finale. Donc dès le premier Ah ouais. tournoi, je suis direct lancé dans le bain, euh, jeté à l'eau comme ça, comme on dit. Et c'est vrai que, enfin, dès le début, j'ai pu vivre des gros matchs à enjeu, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a aidé. Justement, toi qui as pu côtoyer pas mal de gros joueurs, est-ce que tu sens, toi, comment tu vois les gens en termes de tempérament ou même d'attitude? Est-ce qu'ils sont vraiment différents de nous ou justement, en fait, ça dépend des joueurs. Évidemment, chaque personne est différente aussi. Mais je sais que tu as déjà côtoyé des kistes ou même Thibaut, hein, tout simplement. Tu le connais depuis longtemps parce que vous avez fait plusieurs tournois WDF ensemble. Mais est-ce que tu as senti des différences comme ça, surtout quand les joueurs avaient un gros niveau, ou justement tu les as trouvés plutôt détendus par rapport à la stature qu'ils ont en fait? C'est difficile à dire parce que ils sont détendus parce qu'ils ont tellement l'habitude de faire ce genre de compétition et ce genre de tournoi. Mais d'un autre côté, tu sens il y a peut-être un peu plus de sérieux, un peu plus d'échauffement, un peu plus de rester concentré tout au long de la journée. Donc c'est difficile à dire. C'est le haut niveau, tu peux facilement discuter avec eux, mais faut pas rentrer dans leur cercle. Enfin, faut faire attention parce que du coup, ils ont besoin aussi de rester Mais dans leur ça, tu vois, routine, je quoi. l'ai senti quand on était à Calais l'année dernière. Il y avait comment il s'appelle déjà euh, ah là là, Vanchi qui Oui, était là. Je l'ai trouvé plutôt justement hyper sympa, hyper abordable. Bon, après, on n'a pas non plus tapé la discussion pendant longtemps, mais voilà, j'avais pas ce truc de genre, tu sais, où les gens ils pourraient te paraître inaccessibles. Puis en non, fait, non, c'est pas pas du du tout. tout le cas. Après, il y a des joueurs, tu vois, je prends le cas Jacques Labre par exemple. Beaucoup de gens l'apprécient pas parce qu'ils ont l'impression en fait qu'il est toujours un peu hautain ou renfermé ou quoi. Et en fait, non, quand on le connaît un peu, il se met dans sa bulle en fait. Quand il est en tournoi, il est vraiment dans une bulle. Et Mm. à partir du moment où il a fini de jouer, je sais pas si t'as remarqué, moi je l'ai vu ça à la Coupe de France justement sur la finale contre toi, où après il se détend, il s'ouvre complètement en fait. Qu'il perde ou qu'il gagne, hein, parce que quand je l'ai vu perdre aussi, pareil, tu peux aller discuter avec lui, il sait qu'il a fini de jouer et ça devient une autre personne en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils se mettent un cadre mental tellement fort, mais qu'on peut pas discuter avec eux. Toi, je sais que t'es pas du tout comme ça, hein, t'es plutôt dans la détente généralement. Peut-être un T'es peu pas un trop des gros fois. stressé. Ouais, peut-être un peu trop, mais je trouve que justement, ça peut être aussi une force. Euh,
Et voilà. Et donc, justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as pensé? Comment c'est arrivé cette idée justement de partir à faire la Q-School comme ça plusieurs années? Je sais que cette année, c'est une des rares années où tu n'y as pas été, mais voilà, comment as-tu découvert ça et quelle ambition, ben, j'imagine, tu avais sur place et qu'est-ce que tu t'es rendu compte quand tu es arrivé là-bas? Voilà, c'était quoi comme expérience, en gros? Alors, je pense que quand tu commences à faire un sport, le but de tout le monde, c'est d'arriver au sommet, c'est d'arriver, peu importe ton niveau au début, le but c'est d'arriver tout en haut. Donc, c'est vrai que la Q-School, c'est l'excellence. En gros, on va dire, c'est ce qui te permet de passer professionnel. Donc, je voulais au moins tenter ça une fois pour pas avoir de regrets plus tard, pour au moins me dire voilà, je l'ai tenté, j'ai essayé. Après, Ouais. la toute première fois, c'était un vrai choc. C'était un vrai sur place, c'était un vrai choc parce que c'est vrai que c'est un monde à part. T'es rempli de personnes où les trois quarts, c'est soit leur métier, soit ça a été leur métier, c'est leur gagne-pain. Donc, du coup, c'est vrai que c'est particulier comme ambiance, mais bon, au fur et à mesure, on s'y habitue. On s'y habitue, ouais. Justement, je pense que les gens se rendent pas compte parce que je vois beaucoup de gens, tu sais, commenter souvent, donc ils suivent les matchs via Dart Connect quand c'est comme ça. Je sais que tu vois plusieurs années, ils suivent les matchs et tu vois certains gens commenter, des personnes commenter en disant ouais, dis donc, moi je fais la même moyenne chez moi, nanana, voilà. Mm. Mais je pense que les gens se rendent pas compte en fait du niveau et puis du fait de justement mentalement arriver prêt, c'est pas forcément évident parce que tu sais que tu vas tomber contre que des gros joueurs, Ouais. que ça tape minimum à 70 de moyenne. Et je dis bien, c'est un gros minimum, hein, parce que si tu veux arriver, je pense, à prendre ta tour carte, il faut au moins tourner à plus de 90 et régulier. Donc, du coup, toi, justement, qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là, finalement, et même toi, par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu t'es rendu compte sur place, justement, par rapport à ça, en termes de niveau? Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a plutôt freiné, fait peur, ou justement galvanisé en te disant ça te donne encore plus envie d'y aller, justement? Mais je pense qu'il y a eu un peu des deux parce que du coup, tu fais toutes les préparations à la maison, tu penses que tu es prêt, tu penses que tu jamais joué aussi mieux de ta vie, et tu arrives là-bas et il y a un facteur que tu peux pas vraiment simuler chez toi, c'est que tu rentres dans la salle et tu es entouré de gens que tu vois à la télé, d'ex-champions du monde, d'ex-vainqueurs de tournois majeurs, et ça, tu peux vraiment, tu peux pas trop t'y préparer. Donc, tu peux être injouable chez toi et tout le reste. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans la salle, ça te refait redescendre sur terre un peu. Parce que du coup, Ouais. tu t'en rends compte que tu es au milieu de l'élite des fléchettes, quoi. Ouais, et puis c'est malheureux parce que tu as l'impression que ton geste, il est le même que chez toi, mais malheureusement, les flèches, elles tombent pas de la même manière. Plein de C'est facteurs. Ouais, c'est ça, hein. C'est exactement ça. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Déjà, tu joues sur des pas de tir qui font trois fois la taille enfin, dans des espèces de cabines. Donc, du coup, il y a que les deux joueurs et le scoreur qui sont dans la cabine. Donc, du coup, t'as pas tout le bruit à côté. C'est très silencieux par rapport au tournoi qu'on peut vivre en France. C'est vraiment, ouais, bien c'est sûr. particulier. Après, c'est à vivre. Moi, je dis toujours que ceux qui ont envie de le faire, faut le faire. C'est vraiment une très belle expérience. Ouais, ouais, Ils vont moi je vraiment sais aimer. que c'est un truc que je pense que je ferai. Je sais pas si je le ferai cette année, j'aimerais bien, mais ce sera peut-être l'année prochaine. J'aimerais me préparer un peu plus. Tu sais, ça fait Mm. qu'un an et demi que je fais de la compétition et du coup j'aimerais être plus près que ça, avoir bouffé plus de nationaux, peut-être quelques tournois WDF et après voilà. Ça veut pas dire que si j'ai l'occasion d'y aller cette année, j'irai, hein, attention, hein. De toute façon, je sais que j'y vais pas pour gagner une carte, hein. Si je la gagne, tant mieux, mais je veux dire, j'y vais surtout pour prendre de l'expérience, je pense, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dans cette optique-là aussi. Euh, Il y a aussi le fait, faut, faut aussi, tout le monde n'y va pas pour gagner sa tour card.
On peut y aller. Moi, les dernières années, j'y suis allé parce que du coup, c'est l'entrée sur le Challenge Tour, donc la Ouais, seconde ouais. division de la PDC. Donc, ça te permet aussi de progresser là-dessus. Et il faut pas forcément, tout le monde n'y va pas pour viser la tourcande. Bien sûr. Même si c'est l'objectif. Totalement. Et d'ailleurs, le Challenge Tour, comment ça se passe aussi? Donc, tu en as plusieurs dans l'année. Est-ce que justement, c'est compliqué parce que j'imagine que financièrement, pour pouvoir gagner un peu d'argent, il faut remporter des matchs. Donc, j'imagine qu'il y a quand même plusieurs matchs où forcément, ben, des fois, tu as tout dépensé de ta poche. Est-ce que ça a un coût sur une année complète, en fait? Alors les Challenge Tours, c'est souvent des week-ends de 2 voire 3 jours. Donc 2 tournois le vendredi, 2 tournois le samedi et un tournoi le dimanche souvent. Donc 5 tournois différents. Et oui, c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de monde qui tente la Q-School, donc forcément il y a de plus en plus de monde sur les Challenge Tours. Donc il faut gagner de plus en plus de matchs pour arriver dans les cash prizes. Et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, mais c'est en passant par là qu'on progresse, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, c'est un budget, j'imagine, sur une année complète, quand tu t'engages à faire et la Q-School et le Challenge Tour. Ah, c'est un sacré budget. Donc, pour déjà la Q-School, je crois qu'ils ont monté, je crois que c'est 500 ou 550 € maintenant l'inscription, rien que Ouais. pour la Q-School. Et après, il me semble que c'est 50 ou 55 € par Challenge Tour. Donc, sur un week-end de Challenge Tour, c'est 250 € rien que les inscriptions déjà. Donc, c'est vrai que Oui, c'est un plus les sacré budget. déplacements et le logement, ouais. C'est Comment ça. ça se passe quand c'est comme ça, quand vous êtes plusieurs Français, vous vous mutualisez peut-être pour justement réduire les coûts? Alors moi j'ai eu la chance de faire les deux, donc de faire les Q-School en Angleterre et de faire le Q-School en Allemagne, le Q-School européen. Donc c'est vrai que quand on voyage à plusieurs, on peut se faire un petit groupe, donc du coup on se partage les frais de logement, d'hébergement, de nourriture et tout. Donc et puis c'est toujours bien d'avoir un peu de compagnie. C'est toujours bien d'avoir un peu de compagnie quand les choses se passent pas comme prévu, quoi. Et du coup, quel est pour toi ton meilleur souvenir en tant que joueur? Si tu avais peut-être soit un tournoi, soit un match, quel est ton plus beau souvenir? C'est-à-dire, ouais, c'est ça en tant que joueur. Alors plus beau souvenir, c'est pas forcément une victoire dans un Open ou quelque chose comme ça. Euh, je ne me rappelle plus quelle année c'était, mais j'avais joué Kevin Painter dans un des Q-School au Royaume-Uni. Donc Kevin Painter, ex-finaliste champion du monde PDC, il gagnait plusieurs tournois majeurs Ouais. et j'ai réussi à le battre. Donc j'ai réussi à le battre et c'est un match qui est resté avec moi, quoi. Parce que là, c'est là où en fait je me suis rendu compte, et je pense que c'est à ce moment-là que le mental, que j'ai vu une différence dans le mental, Ouais. parce qu'on est arrivé à Et la belle et j'ai réussi à sortir une belle plus que correcte, donc je pense à ouais, partir de ce super. moment-là. Et justement, quels seraient tes conseils par rapport à construire justement ce mental qui manque à plein de joueurs, hein, ou même des fois, hein, on croit l'avoir et puis au final on le perd au fur et à mesure d'un match. Euh, Quels seraient tes conseils justement pour arriver à rester concentré sur ton tournoi et même sur tes matchs que tu sais importants, hein? Parce que souvent, ce qui se passe quand le mental lâche, c'est qu'on sait que c'est un match important qui va être décisif. Et c'est là où justement il faut arriver à avoir un mental solide. Est-ce que tu as des entraînements particuliers ou des conseils que tu pourrais donner justement ben, aux gens de la chaîne Alors des entraînements en particulier, pas forcément, parce que tout le monde est différent. Mais un des meilleurs conseils que je peux donner, parce que moi c'est un conseil qu'on me l'avait donné il y a longtemps, c'est de toute façon, une fois que ta flèche est lancée, tu peux rien y faire. Donc le score, tu pourras pas le changer. Donc faut rester positif, faut pas se fixer là-dessus, parce que quand tu commences à te fixer sur les mauvaises flèches, là tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas. Donc je pense que c'est
plus facile à dire que de faire, hein, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut, ouais, il faut. De toute façon, tu peux plus changer les flèches, donc. Non, c'est sûr. C'est certain. Et du coup, toi, quel serait justement, comment vois-tu ton avenir en tant que joueur de fléchettes, sachant que bon, on le voit tous, hein, ça devient compliqué quand même de se projeter, car on est de plus en plus de joueurs. Il y a de plus en plus de bons joueurs aussi. On voit des joueurs débarquer de nulle part avec des niveaux déjà assez fous. Donc forcément, hein, comme c'est un sport qui est de plus en plus pratiqué, ben, fatalement, il y a de plus en plus de bons joueurs. Toi, comment vois-tu ton avenir, en fait, justement, par rapport à tout ça, au milieu de ces joueurs c'est quoi que tu as prévu là pour la suite, justement? Alors, qu'est-ce que j'ai prévu? Donc, j'ai prévu, là, cette année, j'ai pas fait la Q-School, mais janvier, j'ai prévu d'y retourner. Donc, Ouais, déjà, repartir là-dessus. Faire un peu plus de tournois WDF. Je pense que c'est un niveau correct, enfin, c'est plus que correct. Donc, tu peux quand même te mesurer contre les meilleurs joueurs au monde du circuit WDF. Après, où est-ce qu'on va après ça? Je sais pas. Je continue à progresser. De toute façon, ça reste une passion. Donc, bien sûr. faut pas, même si les choses se passent pas comme prévu, ça restera toujours une passion. Donc, je continuerai, ça c'est sûr, je vais continuer. Oui. Après, où, je sais pas encore. Je sais pas encore. Ouais, écoute ça, l'avenir te le dira. Justement, est-ce que tu as comme ça euh, je sais pas qu'est-ce que tu penses qui pourrait faire, enfin qui pourrait aider justement la France à évoluer sur les fléchettes. Déjà, on voit beaucoup de positifs hein, qui arrivent au fur et à mesure. Les ligues grandissent, de nouvelles ligues apparaissent, de plus en plus hein, utilisent justement les systèmes de scorage automatique. D'ailleurs, nous, même notre ligue cette année, ça a été voté. On aura en fait un système de scorage, voilà, comme Dart Connect, un peu le même système. Donc piloté soit par téléphone, soit par tablette. Donc ça, on est, je pense, on est d'accord pour dire que c'est partie de l'évolution. Mais est-ce que toi, tu vois d'autres choses sur cette évolution et comment tu vois l'avenir en France par rapport aux fléchettes? L'avenir en France, plutôt positif. Parce que là, en plus, on a notre Thibaut Tricol, du coup, qui est bien parti pour garder sa tourcade. Donc, Ouais, ouais. pour plus de visibilité sur des fléchettes en France, sur la télé, sur les réseaux, partout dans le monde. Ouais, Donc, French Jazz Festival, mine de rien aussi. French Jazz Festival, moi, c'est une plus première aussi, le Winamax. Ouais. exactement. Ouais. Donc là, c'est des grosses compagnies maintenant qui commencent à s'intéresser au vivier fléchette en France. Donc un monde un peu vierge encore en France. Donc personne n'a vraiment profité et n'a vraiment pas tapé dedans. Donc c'est vrai il y a énormément de possibilités pour les fléchettes en France. Je pense que ça peut aller très loin. Est-ce que tu crois qu'il y aurait une possibilité de simplifier le circuit? Je dis par là parce que c'est vrai que quand on voit par exemple en électro, je pense qu'en France, le circuit fléchette électronique a sûrement le plus gros vivier de joueurs hein, encore. Même si la tendance est en train de s'inverser petit à petit, hein, on voit beaucoup de gens qui basculent en pointe-acier. Beaucoup, en fait, quand ils te donnent un retour, pourquoi ils vont pas jouer en fléchette électronique, c'est souvent parce que soit ils comprennent pas comment c'est foutu, ces histoires de ligue, de comité. C'est vrai que des fois, c'est pas clair quand on débute. En fait, on n'est pas comme dans un sport, tu vois, comme le football ou autre, où ça va être assez clair. On a une saison. C'est un peu. Je dirais pas, mais ça paraît bordélique, hein, alors que ça l'est pas en fait. Hein. Mais ça paraît. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait pour arriver à unifier, on va dire entre guillemets, toute la France sur par rapport à ça justement et peut-être faire en sorte que ça progresse et que ça soit peut-être beaucoup plus libre d'accès pour les gens. Alors le truc le plus simple, ça serait de faire un seul classement et un seul championnat. Mais bon, après, je sais qu'il y a quand même besoin des comités, il y a besoin de différentes ligues pour, euh, pour, euh, pour faire vivre les fléchettes en France. Parce que sans comité, t'as pas de ligue, et pas de ligue, il n'y a pas de fédé. Donc, je pense Ouais. qu'on est on est bien obligé de rester
de rester comme on est. Après, certes, il y a des choses qu'on peut faire, en mettre en place. Je sais que chez nous, ces dernières années, avec la croissance de nombre de clubs, de joueurs, il y a eu énormément de week-ends de fléchettes. Donc c'est vrai que quand on débute, on s'y perd un peu entre les classements comité, classements ligue. C'est vrai que Et la route. Et la route, c'est et vrai la que route, ouais, surtout ça la fait route. des facteurs qui peuvent être, oui, effectivement. Parce que c'est vrai que je vois en Bretagne, ils ont des comités ou des ligues où en fait, ils font quasiment pas de kilomètres en fait, ou très peu. Alors que nous, par exemple, pour donner un exemple, je crois que cette année, le plus loin c'était 6 heures. De clubs éloignés avaient 6 heures d'écart, ce qui est beaucoup trop, Ouais. on va pas se mentir. Ah, Euh, pour jouer un tournoi national, ouais. ça, voilà, c'est des trucs qui vont, je pense, évoluer dans le temps. Mais ouais, disons que c'est plus c'est l'accès qui paraît un peu obscur comme ça. Je vois quand un club se monte, beaucoup de clubs pensent directement être obligés de s'affilier à la Fédé, alors qu'ils sont pas forcément obligés, ou alors justement ils ne sont pas au courant qu'ils peuvent s'affilier à la Fédé, et ils le font pas, et c'est un peu dommage parce que dans les deux cas, en fait, je trouve que ça perce, je trouve que ça manque encore de clarté, même si effectivement, je trouve que la Fédé a fait énormément de travail sur la communication cette année. On sent que le renouvellement de bureau a fait quand même du bien, on voit qu'ils essayent de faire avancer les choses. Toi, justement, si tu avais un truc à revenir par rapport aux compétitions que tu as fait cette année, je vais parler surtout des nationaux et Coupe de France, par exemple, ou même Master, qu'est-ce que tu aurais pu changer pour que justement ce soit peut-être les tournois soient plus fluides et plus plus fluides. Alors, je sais que le gros sujet en France sur les tournois nationaux, c'est est-ce qu'on les fait en phase de poule ou est-ce qu'on les fait en élimination directe. À une époque, c'était bien de faire les poules. Maintenant, quand on arrive sur les tournois et qu'on est 600, 700 joueurs, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Il faudrait 2, 3 jours pour faire Ouais. quelque chose de correct. Donc, c'est compliqué. Je pense qu'il y en a, on pourrait les faire en poule. Il y en a la Coupe de France, par exemple, il faut regarder en immersion directe. Mais je sais pas. Je sais pas trop quoi répondre à cette Ouais. question. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une partie aussi qui est liée aux gens. C'est-à-dire que tu vois, les gens qui viennent pas scorer, par exemple, ça fait perdre énormément de Ouais. temps sur les tournois, et il y en a beaucoup plus qu'on le pense. À la Coupe de France, c'était une catastrophe par rapport à ça, parce qu'au final, le tournoi était très bien tenu, mais derrière, tu cours après les joueurs parce qu'ils doivent scorer, ils viennent pas scorer, donc tu perds 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, ça va vite en fait. Et Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe mal, la faute est directement remise sur la Fédé. Sauf ouais, que là, je pense que, il me semble même que je l'avais dit quand j'avais fait un post sur les réseaux en récapitulatif de la Coupe de France, que le problème, il vient quand même des deux côtés de la table de marque. Donc, certes, il ouais. y a des choses pour être améliorées côté Fédé, mais c'est vrai que on perd, on score, ça prend un quart d'heure. Après, on est tranquille la journée. On est tous contents Mais d'avoir des scoreurs quand on joue. Donc, je sais que la Fédé sont pas contre le fait de tout passer en Dart Connect justement pour faire un tournoi plus fluide. Le problème pour l'instant, ça reste plus l'argent. On va pas se mentir, c'est un sacré coup de mettre en place, surtout sur une Coupe de France où il y avait 110 cibles peut-être, je crois, peut-être un peu plus, je sais ouais, il me plus. semble aux alentours. Ouais, aux alentours. Enfin voilà, un truc comme ça. Donc oui, effectivement, je sais qu'ils aimeraient bien. Et je pense qu'il y a aussi la discipline. Beaucoup de gens sont indisciplinés aux fléchettes. Alors encore plus sur une Coupe de France qui accueille, même si c'était cette année que des licenciés, il y a beaucoup de joueurs qui font pas beaucoup de tournois dans l'année, qui font que celui-là, par exemple, et qui n'ont pas cette habitude de scorer. Pour toi, est-ce qu'il faudrait mettre en place justement des sanctions qui sont normalement déjà prévues, je crois, en règlement, pour faire comme les Belges, je crois, les Belges font ça, pas mal d'autres pays d'ailleurs, mettre vraiment en place les règlements un peu à la dure justement là-dessus pour obliger les gens à scorer ou du moins à être à faire en sorte que justement pas perdre de retard sur le tournoi. Est-ce que tu crois que ça serait judicieux? Est-ce que tu aurais toi des solutions justement par rapport à ça? Judicieux, je pense que ça pourrait faire du bien de mettre quelques sanctions de temps en temps, surtout quand c'est répétitif. Ah, Bien sûr. le joueur qui, bon,
il est censé jouer, il est dehors, il est en train de fumer une cigarette ou boire une bière, on l'appelle, il vient de suite, ok, enfin, même si c'est pas correct, mais bon, à la limite, on peut passer, mais c'est surtout quand les joueurs, c'est les mêmes joueurs qu'on appelle, tous les tournois nationaux ou même tous les tournois régionaux, hein, c'est le même problème dans les ligues, Ouais, je bien pense. sûr, bien sûr. Bien sûr. Après, les sanctions, le problème, c'est qu'après, si on commence à sanctionner, du moment où tu commences à sanctionner une personne, tu es obligé de sanctionner tout le monde. Donc, tu veux pas juste faire cas par cas. Donc. Oui, du cas par cas. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais écoute, Steven, autre chose aussi que je voulais voir avec toi, justement, comment en fait t'es arrivé cette idée quand tu as vu le niveau que tu avais, où tu t'es dit, comment tu t'es dit en tant que joueur, il faut que j'aille jouer à l'étranger, il faut que j'aille jouer des matchs internationaux. Est-ce que ça a été l'envie de jouer? Est-ce que tu as été conseillé? Et toi d'ailleurs, quel serait ton conseil sur des joueurs qui auraient justement envie de progresser? Alors, le conseil que moi je donne tout le temps, c'est on va partir de l'exemple du joueur qui joue dans le comité ou dans la ligue. C'est progresser, il faut aller voir ce qui se passe en dehors de sa ligue. Donc, jusqu'à présent, moi, c'est ce que j'ai toujours conseillé, de voir d'autres têtes, de jouer d'autres personnes, de voir d'autres ambiances. Après, en ce qui concerne la WDF, donc moi j'étais pas mal conseillé, j'étais bien entouré à l'époque. Je fais pas mal de voyages avec Martin Godin, Sandrine Valverde, Stéphane Ouais. Kikandon. C'est vrai que j'ai jamais été seul, mais tout le monde m'a toujours encouragé de faire comme ça. Donc, un des meilleurs conseils que je puisse donner, ouais, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est d'aller voir, se mesurer aux autres personnes et comparer le niveau qu'on a nous par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays ou dans d'autres régions. Si tu avais un objectif de résultat l'année prochaine, ce serait lequel? Quel rêve tu aurais en fait que tu aimerais pouvoir accomplir? Alors, si c'est pas l'année prochaine, dans les années futures, mais est-ce que tu aurais comme ça un objectif peut-être simple, pas forcément élevé, hein, mais voilà, est-ce que tu as... Alors, l'objectif, je pense que comme tout le monde en France, l'objectif à la fin de la saison, c'est quand même d'être champion de France. C'est le top du top en France. Après, pour ça, faut faire une saison entière. Donc, moi, ces dernières années, c'est un peu le problème que j'avais, c'est que j'ai raté un peu quelques Open qu'il fallait pas, c'est que j'avais autre chose de prévu, autre Ouais, bien chose à sûr. faire. Mais ouais, donc l'objectif, c'est comme tous les ans, en début de saison, c'est d'être champion de France. Après, c'est continuer à progresser parce que on apprend tous les jours en faisant plein de matchs, apprendre tout le temps. Donc, continuer à faire de l'étranger. Comme j'ai dit, je compte aller à la Q-School en janvier. Je compte refaire cette année. Donc, ça, c'est Ouais. pareil. Continuer à faire les challenge tours. Et puis, on verra bien où ça mène. Est-ce que on peut te dire donner rendez-vous l'année prochaine ou dans 2 ans dans l'équipe de France dans la Fédé, ça pourrait être un objectif raisonnable à atteindre? Bah, c'est un objectif, c'est sûr. Après, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Bon, écoute, en tout cas, Steven, je te remercie. Je te souhaite le meilleur. Écoute, je te remercie aussi pour tout ton aide que tu as pu m'apporter hein, sur le parcours que j'ai actuellement aux fléchettes. En tout cas, tu n'y es pas pour rien. Et puis, ben, écoute, dans tous les cas, on va se voir hein, sûrement cette année. Je sais très bien. Oui. Déjà, on sera ensemble en doublette au French Darts Festival. Donc, ça a chier, les gars. Ceux qui regardent cette vidéo, préparez-vous. Et on sera aussi en équipe aussi avec Dams et Jaja, donc ça risque de faire un truc un peu sympa. Mais en tout cas, voilà, je te remercie Steven, je te souhaite le meilleur pour la suite en tout cas. Et puis on se voit très vite. Aussi, hein. Et puis n'hésitez pas à dire hein, dans les commentaires, à laisser des bons mots pour Steven, justement, des trucs qui sont motivants. Si vous avez des questions à lui poser, posez-les aussi dans les commentaires, n'hésitez pas. Steven ou moi, on y répondra de toute façon avec plaisir. Et je te remercie encore pour cette vidéo, Steven. Et puis, ben, écoute, je te dis à la prochaine. Yes, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à toi. Et Allez, n'oubliez pas les ciao. gens, abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous. Abonnez. Allez, ciao, Steven. Allez, Bye. ciao.